Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous êtes le fondateur et toujours leader de la France Insoumise. Vous appelez à la révolte et à la force. Mais que voulez-vous exactement? L'abandon de la réforme. La révolte et la force. On va y revenir, Oui. Est-ce que vous voulez l'abandon de la réforme des retraites, la chute du gouvernement, une dissolution? Voulez-vous le chaos pour parvenir à vos objectifs politiques? L'hiver nucléaire. Vous nous le direz, dans ce ce grand jury, Jean-Luc Mélenchon. Un grand jury en direct comme tous les dimanches. Vous pouvez aussi poser vos questions et réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL scrute ces réseaux sociaux. Bonjour. Et nous alertera de vos interpellations avec ce signal. Pour vous interroger à mes côtés, Bastien Auger de TF1 LCI. Bonjour. Et Marion Mourgue du Figaro. Alors, avant de parler de ce qui va se passer demain à l'Assemblée nationale et puis de revenir bien évidemment sur cette semaine parlementaire, nous allons commencer par parler des dernières manifestations et aussi des dernières violences. Marion Mourgue. Oui, les mobilisations se poursuivent et cette nuit, c'est la permanence d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui a été caillassé. Il n'est pas le premier élu à être visé puisqu'il soutient la réforme. Est-ce que vous condamnez ces violences contre les élus? Je me demande à quel moment commencerait la Vous voyez, on cérémonie commence par ça. De la tartufferie. Alors, c'est commencé, allons-y. Alors, vous me demandez de condamner les violences parce que c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que M. Ciotti est fort mal placé pour se plaindre, vu que nous n'avons jamais entendu le son de sa voix lorsque Mme Catherine Couturier, députée de la Creuse, a vu sa permanence attaquée 4 fois par des gens parfaitement identifiés, puisque la 4e fois, il y avait la police qui était là, a même été murée. Ce fut le cas également pour Mme Charlotte Ledu, ce fut le cas pour M. Prudhomme, et la même semaine, le planning familial avait été attaqué, et là, silence absolu. Vous parlez de quel moment et sur quel sujet? Oui. Tout ça s'est passé il y a quelques Monsieur semaines. Mélenchon, est-ce que c'est Il y a normal, eu justement une intervention de la procureure à propos d'une permanence LR. Évidemment qu'aucun d'entre nous ne peut approuver l'attaque d'une permanence parlementaire, qu'on y jette des pierres ou autre chose. Mais si vous ne voulez pas la violence, voici ce qu'il y a à dire. Si vous ne voulez pas la violence, acceptez la démocratie. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas que finalement, quelque part ici ou là, sans qu'on sache qui c'est, parce que après tout, Monsieur Ciotti n'a pas d'ennemis qu'à gauche et dans les ennemis de la loi. C'est pas ce qui est dit pour Éric Ciotti. Le message envoyé par le caillassage de sa permanence, c'est de dire si vous ne votez pas la motion demain à l'Assemblée nationale, voilà ce que vous risquez. Vous êtes indigné, c'est pas le message. Vous n'aimez pas qu'on fasse... Non mais attendez, vous et moi, nous n'aimons pas qu'on fasse pression sur les élus pour les pousser à quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est condamné par la loi, oui. C'est condamné par la loi. Pourquoi vous me demandez si j'approuve ou pas? Comment pourrais-je l'approuver? Mais par contre, vous n'avez pas un mot pour dire que Monsieur le maire appelle des élus en leur disant « Dis donc, tu vas voter comme ci et comme ça, et puis on peut s'arranger ». C'est un de vos collègues qui l'a écrit. Si c'est un de vos collègues qui l'a écrit, c'est sûrement que c'est vrai. Par conséquent, ça s'appelle faire pression. C'est aussi condamné par la loi. Écoutez, soyons sérieux. Allez, et hier soir, ça vous a rien fait. Des gens assis par terre, les mains sur les têtes. Les brigades de la Brave qui chargent des gens qui sont tranquilles, qui vont d'un endroit à l'autre, qui les chargent à coups de matraque, ça non. Mais la permanence de M. Ciotti, la France entière est dressée ce matin. Tout ça est grotesque. Nous avons à régler une crise grave. Si on continue comme ça, la crise va s'aggraver. C'est-à-dire que le gouvernement a déposé une loi qui est une violence contre la vie des gens, puisque c'est 2 ans de travail supplémentaire. Une violence totale. Pas une seule fois, ce texte n'a acquis quelque forme que ce soit de légitimité parlementaire. Pas une fois. Nous allons attendez, et le 49.3, qui est la reconnaissance du fait que vous n'avez pas de majorité, c'est ça que ça veut dire. Quand vous faites 49.3, c'est vous dites, écoutez, maintenant ça suffit, il n'y a pas de majorité pour ce texte, je ne vous laisse qu'une seule possibilité, renverser mon gouvernement. C'est ça que ça veut dire, 49.3. Donc voilà. Donc, jusqu'au bout, il n'y a aucune légitimité parlementaire. Qui pourrait trouver cette situation normale? Dans le monde entier, on se moque de nous, les Français, on nous compare à Hong Kong, etc. Bref, maintenant, il est temps de savoir atterrir. Si le gouvernement ne le fait pas, pardon madame, j'achève, si le gouvernement ne le fait pas, le ton va continuer à monter, vous le savez aussi bien que moi. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de légitimité parlementaire, le Sénat s'est exprimé et a voté ce texte. Pour vous, ça ne compte pas?
Pas pour moi, madame, pour la Constitution, parce que vous la connaissez comme moi. La Constitution dit que le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Oui ou non, madame Mourgue? Mais est-ce qu'il y a quand même une légitimité que le Sénat se soit prononcé sur ce texte? Non, madame, la légitimité parlementaire, c'est quand un texte est adopté par le Parlement. Et le texte est adopté par le Parlement en France dans une seule forme, comme dans tous les parlements du monde, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Le dernier mot de l'Assemblée nationale a été silence dans les rangs, parce que ça a été le 49-3. Mais puisque vous voulez parler du Sénat, et que j'ai moi-même été sénateur assez longtemps pour avoir apprécié le travail qui s'y fait, je fais observer que, premièrement, ils ont travaillé dans le cadre du 47-1, c'est-à-dire un temps bloqué de manière anticonstitutionnelle. Segundo, il y a eu l'Assemblée aussi, madame. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas eu un seul moment de liberté parlementaire. Ensuite, il y a eu l'application systématique de l'article 38 du règlement, que j'ai bien connu dans le passé. Un pour, un contre. On passe des paquets d'articles comme ça, un pour, un contre. Ensuite, il y a eu un vote bloqué. Et c'est dans ces conditions qu'a délibéré le Sénat. Et tout ça a été renvoyé à l'Assemblée nationale, où 14 personnes à qui on a interdit de rendre publique leur réunion, alors que rien dans le règlement ne l'interdit, ont fini par proposer un document qui est revenu devant l'Assemblée et pour un 49.3, c'est-à-dire taisez-vous. Donc tous ceux qui m'entendent et qui peut-être auront été un peu abasourdis de tous ces articles de la Constitution que je viens de citer, je leur dis, pas un instant depuis la première heure, le Parlement n'a pu délibérer librement. Nous ne sommes pas dans une procédure démocratique, mais dans une pratique autoritaire, tempérée. Nous allons y revenir, Jean-Luc Mélenchon, juste parce que vous dites beaucoup de choses. Oui. Vous avez évoqué le travail de la police. Vous avez dénoncé des images. Est-ce que pour vous, il y a aujourd'hui des abus dans le maintien de l'ordre? C'est comme toujours. Le maintien de l'ordre, comme vous dites, on se demande de quel ordre on parle, mais cette activité, la première responsabilité est à chercher chez les dirigeants. Il est vrai que ces temps derniers, on avait eu une pratique qui nous a semblé plus respectueuse de cette chose un peu difficile, hein, il faut bien le dire, à mesurer, entre le droit de manifester, l'obligation de tenir les choses à peu près en ordre, surtout quand on évolue au milieu d'une grève comme celle que nous connaissons et qui va se durcir à partir de demain, je l'espère bien. Eh bien, c'est difficile à manier. Alors, il y avait un point d'équilibre qui était trouvé. Il m'a semblé qu'on revenait à des choses beaucoup plus brutales. Hier, dans le 13e arrondissement, ce qui m'est apparu le plus évident, c'est que tout le monde était perdu. On voyait des policiers courir de tous les côtés, des gens qui manifestaient pas, qui se demandaient comment ils se retrouvaient pris là-dedans. Il y avait des incendies aussi. Il y a un moment, alors c'est le moment de marquer du sang-froid et de bien savoir où on veut aller. Nous n'avons aucun intérêt à aller à une bataille rangée. Aucun intérêt. En tout cas, nous qui nous battons contre cette loi, nous avons un message à adresser à nos amis. N'invisibilisez pas la lutte par des pratiques qui se retourneraient contre nous. Jean-Luc Mélenchon, quand vous appelez à des manifestations spontanées, notamment, c'est le risque inhérent de ce genre d'appel où il n'y a pas d'encadrement. C'est la vie, monsieur. Vous savez ce que je suis en train de vous dire? C'est la vie. Mais ça peut être votre responsabilité mais attendez, aussi. On a essayé toutes les procédures parlementaires normales. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas des toutous à votre disposition. Le peuple français n'est pas un peuple qu'on fait marcher au sifflet. Allez, ça suffit, assis, debout, asseyez-vous par terre, soyez bien sages. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est le peuple français ici. Toutes les méthodes démocratiques, nous les avons toutes tentées. Nous avons fait au Parlement ce qu'il fallait, nous avons été bloqués. Il y a eu des appels à grève générale, il y a eu 3,5 millions de personnes dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On peut donc dire d'une certaine manière que le pouvoir de M. Macron compte sur les débordements pour ensuite jouir d'une situation de peur qui favoriserait ses vues. Et justement, à propos des débordements, Marie-Pierre Haddad avec des interpellations sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu des dégradations, des violences à Paris, Rennes, Dijon, Angers. Il y a aussi eu la dégradation d'une mairie à Lyon. Et le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a condamné sur Twitter cette attaque. C'est ce qu'il dit. Et il dit « La violence n'a pas sa place dans l'expression du mécontentement ». Je le cite toujours. Ça ne justifie en rien la violence. Bon. Est-ce que vous trouvez ça nécessaire? Ça va, j'ai compris. Alors, on recommence l'émission à zéro. La violence, nani, nana. Écoutez, je vous ai dit pour moi où est la plus grande violence. Voler 2 ans de vie aux gens est une violence. Oui, interdire au Parlement d'en délibérer est une violence. Charger les gens aveuglément comme ça a été fait est une violence. Alors, Monsieur Doucet dit des choses toujours intelligentes et qu'en général, j'approuve. Mais ça suffit.
lâchez-moi, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Je vous dis ceci. Vous empêchez l'expression démocratique. Vous vous moquez des gens quand ils perdent des journées de salaire en faisant la grève et à manifester. Et ensuite, vous vous étonnez. Tout ça est d'une hypocrisie totale. Mais pas du tout. Jean-Luc Mélenchon. C'est ça que je ne saurais voir. Je vous attaque, vous répliquez. Comment vous osez répliquer? Pas du tout. Tout ça est grotesque. Quand vous parlez de... Le mouvement est calme, monsieur. Pardon, c'est un vieux qui va vous parler. C'est pas tout à fait l'image. Le mouvement est super calme. Vous ne savez pas ce qu'est un mouvement violent. Vous n'en avez jamais vu. Vous n'avez pas vu 1968 ? Les gens coupaient les arbres, brûlaient les bagnoles, jetaient depuis les fenêtres tout ce qu'il y avait dans la maison. Vous n'avez pas vu les charges des Bisontins aux alentours de l'usine LIP lorsqu'elle fut occupée. Ce mouvement est d'un calme et d'un pacifisme remarquable. Et pour une vitrine cassée, ce que je déplore évidemment, parce qu'il faut le faire en cadence, parce que sinon on va passer toute l'heure à parler que de ça, d'accord ? Nous avons affaire à un pouvoir qui s'est moqué du monde, qui se mobilisait, qui n'a aucun respect pour les pauvres gens qui sont en lutte aujourd'hui. Imaginez-vous ce que c'est que d'être éboueur, d'avoir une paye aussi faible qu'elle l'est et de s'en priver à propos de cette histoire de retraite qui va leur coûter si cher. Et vous vous étonnez que les gens soient énervés. Et puis, vous parlez des violences, comme si tout le mouvement était violent. Vous savez aussi bien que moi, parce que vous êtes des observateurs depuis des années, que la violence est toujours extrêmement ciblée sur un certain nombre de personnes. Arrêtez avec ça. Ouvrez vos oreilles et votre cœur à écouter ce que disent les gens. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, la violence ciblée? Ça veut dire que... Mais parce que, monsieur, vous avez l'expérience de la vie. Vous mettez un groupe de 10 personnes, vous en avez toujours un qui est plus énervé que l'autre. Et celui-là, le ton peut monter, etc., etc. Arrêtez d'en faire. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, est-ce que quand on est arrivé à une impasse comme celle dans laquelle nous sommes, le président de la République, sa fonction, c'est de jeter de l'huile sur le feu? Est-ce que c'est ça son métier? Hier, j'ai écouté, à ma surprise, parce que je ne me voyais pas en train de faire ça, j'ai écouté Michel Debré, qui est le fondateur de la Ve République. Tout le monde sait ici que je suis contre ces institutions, que je trouve monarchiques, etc. Et j'ai écouté Debré, et pour la première fois de ma vie, j'étais d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il disait? S'il vous permettez, d'abord je vous renvoie tous à cette archive de l'INA, regardez sur ma page Facebook, on l'y a mis parce que les droits sont incertains. Il dit, l'essence de la démocratie c'est le conflit. Il parle comme Mélenchon celui-là. Hein. L'essence de la démocratie c'est le conflit. Ben oui. Le conflit d'idées. Hein. Bien sûr. Oui. Mais de quoi voulez-vous que soit un conflit? Non, mais je précise. Mais attendez, je vais vous expliquer. Dans son esprit, c'était pas le conflit dans la rue. Le conflit, c'est d'abord un conflit d'idées. Ça devient ensuite un conflit matériel quand on n'est pas capable de régler le conflit d'idées. Et régler le conflit d'idées, ça porte un nom. Ça s'appelle le Parlement. Encore faut-il qu'il puisse délibérer. Si vous bouchez tout partout, vous avez forcément un débordement. Je termine sur Michel Debré. Le rôle du président de la République est de régler les conflits entre le gouvernement et le Parlement. Là, c'est lui qui met le feu. Il les règle non pas tant par ses pouvoirs propres de décision, c'est-à-dire pas parce que lui prend une décision, mais par le fait qu'il sollicite la décision par le Conseil constitutionnel, par référendum ou par dissolution, dit Michel Debré. La seule souveraineté, dit-il, et là j'en suis d'accord avec lui, c'est le peuple, et le président fait appel à lui en cas de conflit. Alors nous avons prévu, nous, pour la part qui nous revient, d'accord, nous, les Insoumis, le groupe parlementaire a décidé avec les groupes de la NUPES de déposer, d'aider la motion de censure, donc non seulement nous la soutenons, mais nous avons accepté de la signer alors que ce n'est pas quelqu'un de nos rangs et que nous avons retiré celle que nous avions prévu de déposer. Primo. Secundo, nous sommes en train de rédiger notre appel pour l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris ce que m'a dit la présidente Mathilde Panot ce matin, pour le référer devant le Conseil constitutionnel. Et les sénateurs de la NUPES en font autant. Et enfin, nous avons déposé, puisque M. Martinez nous l'a demandé, pas toujours très aimablement, le projet de référendum d'initiative partagée. D'accord ? Donc c'est fait. Pourquoi on le fait ? Parce qu'on a besoin de nos signatures, sinon il n'y a pas de référendum possible. Donc on l'a donné, et évidemment... M. Martinez et les syndicats, je pense qu'ils sont pas tous d'accord sur ce sujet. Moi, je ne veux pas trop m'en mêler, mais je sais que nous, on a fait ce qu'on nous a demandé. Hein. Et après, ils s'en débrouillent, ils vont organiser la campagne, je suppose, pour réunir les 4 millions de voix, et peut-être qu'on y participera, si on nous le demande. Donc voilà, nous avons fait de notre côté tout ce qui était possible pour que la crise se dénoue dans le cadre parlementaire. Mais je ne refuse
de venir faire ici la morale aux gens et leur dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Il ne s'agit pas de faire la Notre position est connue. Monsieur Mélenchon, vous êtes un leader politique, écoutez, donc il est légitime que l'on vous demande, selon vous, quelle doit être vous voyez, je vous réponds. La forme que prend le mouvement dans les semaines qui viennent. Jusqu'à présent, il y a eu des mouvements massifs, ça a été reconnu, bien encadré par les syndicats pacifiques, tout le monde l'a dit. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous considérez que cette forme de lutte-là ne suffit plus et ne fonctionne plus? Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer sur cette voie-là, ou est-ce que vous dites qu'il faut une autre forme de mobilisation, notamment peut-être bloquer l'économie, comme le disent certains syndicats? Bon, d'abord, je fais attention à l'ambiguïté de vos questions, parce que pour un mot de trop, j'en aurai pour toute la journée, on ne retiendra de cette émission que ce mot de trop. Donc, quand vous allez trop loin, eh bien, je serpente et tout le monde le voit. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la question, non, mais elle est assez simple. Ce qui est intéressant, c'est de parler sérieusement, pas de jouer la comédie. Moi, je pourrais dire, vous êtes tous des valets du grand capital, vos entreprises appartiennent à des milliardaires et vous en êtes des perroquets. Bon, je vous évite ça. Évitez-moi, s'il vous plaît, de m'installer dans le rôle du gauchiste de service. Je vous demande quelle lutte il faut. Monsieur, vous n'avez pas l'air d'être bien au courant de la situation, donc je vais vous éclairer. Mais vous-même avez Demain, nous avons un vote. Pardon, madame. Vous-même avez dit la grève va se durcir, j'espère. Vous l'avez dit il y a quelques minutes. Voilà, vous avez retenu ça, donc nous en avons pour 2 jours au moins avec ça. Mon Dieu, la grève va se durcir. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Faisons immédiatement une émission pour voir si par... Allons, soyons. Bien sûr que la grève va se durcir, madame. Mais bien sûr, elle est déjà très dure. Vous ne le savez peut-être pas. Vous voyez les éboueurs, heureusement qu'ils sont là, parce que grâce à eux, la grève a été rendue visible. Sinon, on aurait cru qu'il ne se passait rien. Toutes les raffineries du pays sont bloquées. Tous les ports du pays sont bloqués. Des dizaines de professions sont en grève. Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce que vous attendez pour faire le travail qui consisterait à dire... Voyons voir, quelles sont les issues possibles? Peut-être qu'on va y venir dans cette émission. Mais attendez, je viens de vous dire ce que nous avons proposé. Vous avez 3 moyens d'en sortir pacifiquement. Voter la censure. Pourquoi voter la censure? C'est un point important, mais je vais répondre à votre question d'abord. Ensuite, on viendra aux procédures parlementaires. Vous me dites, est-ce que vous pensez qu'il faut passer à d'autres formes d'action? Mais de quoi parlez-vous? Les syndicats ont appelé à des actions toute cette semaine. Les syndicats unis, tous, sans exception, et appellent jeudi prochain à un rassemblement de tout le monde. D'ici là, il y aura des grèves. Réfléchissons bien ensemble. Voyons voir les syndicats, pas M. Mélenchon, les syndicats, pas les Insoumis, pas la NUPES, les syndicats unis ont décidé d'appeler à une grande manifestation générale et à une grève générale jeudi prochain. Jeudi, c'est 3 jours après le vote de la motion de censure. Autrement dit, le signal a été donné depuis les syndicats unis pour dire la lutte continue, quel que soit le résultat. L'avez-vous entendu? L'avez-vous compris? La lutte va continuer, quel que soit le résultat. Si bien que voter la censure, c'est en quelque sorte remettre les compteurs à zéro. Mais si on vote la censure, je pense par exemple au groupe Les Républicains... Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, oui, pour que cette motion déposée par le groupe Lyotte puisse passer, et que donc il y ait ensuite dissolution, etc., il faudrait que plus de la moitié du groupe Les Républicains la soutiennent et la votent. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui? Est-ce que vous leur lancez un appel? Déjà, madame, vous venez d'outrepasser de nouveau la signification des institutions. Le 49.3 ne signifie pas la dissolution. Non, je parle de la motion. Mais madame, vous venez... Non, madame, vous venez de dire si le 49.3 est adopté, la dissolution. Non, la dissolution n'a rien d'automatique. Je n'ai pas parlé du 49.3. Non, mais madame, s'il y avait le 49.3 voté, mais je vais vous répondre. Je parle de la motion. Mais pardon, vous m'arrêtez sur un mot, je vous arrête vous aussi sur un mot. Vous venez de parler de dissolution. Le 49.3 n'est pas contenu. La dissolution n'est pas contenue. Mais si on l'évoque Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. S'il y a une motion de censure qui est votée, il y a une dissolution. Oui, nous avons bien compris. Notre maître nous a déjà dit que nous serons fessés et corrigés d'importance si nous ne le cédons pas d'avant. Eh bien, nous ne le ferons pas. Et les parlementaires savent que ce n'est pas vrai. Car s'ils dissolvaient, eh bien, il se prendrait la raclée du siècle. Par conséquent, il ne le fera pas. Et ça suffit de croire que nous sommes des enfants que l'on va effrayer. D'une certaine manière, c'est une menace. Alors, je reviens. Oui, c'est difficile d'avoir une réponse. Est-ce que la motion, à votre avis, peut être votée aujourd'hui? Mathématiquement, elle ne l'est pas. Alors, comment on fait pour Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Oui, mais l'autre matin, c'était ils vont aller au vote et vous avez perdu. Et alors, monsieur Mélenchon, appelez-vous à des violents. Bla, 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 bla. Calmez-vous un peu. La vérité, c'est que nous aurons un vote et que les Républicains sont comme tout le monde, au pied du mur d'une situation qu'aucun n'avait jamais imaginée. Un pouvoir qui n'a pas de majorité parlementaire,
à la suite d'une élection gagnée par lui par défaut. Un pouvoir qui n'a pas de majorité alors qu'il a perdu le premier tour de l'élection législative, c'est nous qui l'avons gagné, et il a perdu le deuxième tour parce qu'il n'a pas eu de majorité vous faites absolue. abstraction d'une chose. Nous sommes donc une grande démocratie qui ne peut vivre que si M. Macron trouve un accord avec LR. Vous le savez comme moi, tant qu'il n'y a pas d'accord de gouvernement avec les Républicains, or les Républicains ne veulent pas être allié de gouvernement de M. Macron. Tout le monde a compris ça, sauf M. Macron, qui pense qu'en tordant le bras de tout le monde, il va arriver à contraindre. Moi, je pense que les Républicains vont voter la censure et qu'un grand nombre d'entre eux vont le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, comme moi, qu'il n'y aura pas de dissolution derrière, et que, par conséquent, le fait de voter la censure, c'est faire partir Madame Borne. Alors, la démocratie, ça sert à ça. De temps à autre, ma foi, vous purgez la situation. Alors, elle s'en va, la loi s'en va, et puis, bon, on remet tout à plat, et on dit, bon, maintenant, à quoi on passe ? Voilà. C'est une solution de faire partir Elisabeth Borne ? Mais c'est la seule, puisqu'ils ne nous ont pas laissé d'autres. C'est pas nous qui disons. Est-ce que vous avez entendu, dans les jours qui ont précédé jeudi dernier, un seul parlementaire insoumis ou NUPES dire « Madame Borne doit s'en aller ». Ce n'était pas le sujet. On évoluait dans le cadre normal qu'on pensait, qu'on essayait de récupérer le cadre normal de la vie parlementaire. C'est eux qui ont dit 49.3. Il n'existe pas d'autre possibilité que de déposer une motion de censure. Et la motion de censure veut dire le gouvernement s'en va. Alors M. Macron pourrait, derrière ça, décider de renommer Mme Borne. Mais enfin, arrêtez, vous êtes plus informé que moi. Vous en savez plus sur le sujet. Vous avez vu comme moi la moitié de la majorité du groupe macroniste, c'est-à-dire de la minorité présidentielle, rester assis pendant que les membres, les députés de Renaissance se levaient pour applaudir. Vous avez vu comme moi des députés du MoDem dire « ça ne peut plus durer ». Vous en avez entendu dire qu'ils voteront la censure, qui ne sont pas des exaltés jusqu'à présent. Bien, par conséquent, vous savez comme moi que l'édifice est à 2 doigts de s'écrouler et qu'en quelque sorte, ce sont les Républicains qui sont au pied du mur. Parce que c'est eux qui vont faire la décision. Et la décision qu'on peut quand même espérer dans le groupe gaulliste, ou en tout cas qui se réclame de cette histoire, c'est qu'à un moment donné, ils disent « Ya basta, on n'est pas pour ça ». On ne peut pas demander sans arrêt cette escalade de violence qui ne mène nulle part. Parce que les Républicains non plus ne sont pas favorables. Jean-Luc Mélenchon, une question sur votre stratégie politique. Vous êtes donc pour l'adoption de la motion de censure qui aurait pour conséquence effectivement la fin probable de la réforme et un changement de Premier ministre. Est-ce que ensuite, vous dites une dissolution, vous n'y croyez pas ? Est-ce que vous espérez une dissolution ou pas? Parce qu'il y a des moments où vous avez voulu devenir Premier ministre. Est-ce que vous voulez une alternance politique? C'était le moment où c'était le moment de le faire. Il y avait des élections législatives. Je n'ai pas voulu devenir Premier ministre. On a décidé, nous autres insoumis, que la bonne stratégie, c'était de montrer qu'il y avait une alternative possible. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai dit que j'étais candidat avec l'appui de toute la NUPES, si vous voulez bien vous en souvenir, c'est-à-dire des socialistes, des écologistes, des communistes. Bien, c'était une situation bien particulière. Et à chaque pas, il faut savoir adapter ce que l'on fait. Par exemple, là, nous aurions pu dire, écoutez, nous, Monsieur de Courson, nous n'avons rien à voir avec lui idéologiquement, lui non plus n'a rien à voir avec nous, ni les autres membres du groupe Lyot, qui est assez divers. Donc on aurait pu dire, tout ça, c'est le Capharnaüm, ça ne nous regarde pas. Et ni les Républicains. On a décidé de soutenir, et puis même de signer, pour montrer que la situation est grave. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas d'accord avec la retraite à 64 ans. Alors, arrêtons de faire de la politique fiction, et si demain il y a ceci et cela, non. Le sujet est, nous ne voulons pas de la retraite à 64 ans. Alors, des gens comme moi, et comme les insoumis, nous ne voulons ni de la retraite à 64 ans, ni du monde qui va avec, c'est-à-dire cette vision de la vie brutale, où tout est voué à la marchandise, à l'argent. Mais ça, c'est autre chose. On ne demande pas aux gens d'être d'accord avec nous là-dessus. On leur demande d'être d'accord ensemble pour dire on ne veut pas de la retraite à 64 ans, donc on va la faire battre. Vous m'avez demandé, vous venez de dire à l'instant, je fais attention à tout ce qui se dit, moi aussi. Vous venez de dire la disparition probable de la réforme. Ah, mais monsieur, voilà qui est bien nouveau. Pourquoi? Non, c'est pas probable, c'est certain. Si la censure est votée, l'esprit de la Constitution, si vous voulez bien vous en souvenir, la Première ministre dit, écoutez, ça suffit de discuter, on ne discute pas. Si vous ne voulez pas de la loi, vous devez renverser mon gouvernement. Non, mais je vous dis probable. Eh bien, si la censure est votée, le gouvernement est renversé, ce qui est un détail, et la loi n'a pas lieu d'être, ce qui n'est pas un détail. C'est la raison pour laquelle, vraiment,
je pense que les Républicains, beaucoup d'élus républicains vont se poser la question de savoir, non pas qu'est-ce qui est pratique du point de vue de leur relation avec M. Macron, mais qu'est-ce qui est bon pour la patrie. Vous avez des échanges avec eux Qu'on continue l'escalade, qu'est-ce que vous espérez? Pardon, c'est pas à vous que je parle, mais à eux, je leur dis, qu'est-ce que vous espérez? Que les gens baissent le nez? Qu'ils arrêtent, vous savez bien qu'ils n'arrêteront pas. Pour une fois, vous savez bien. Peut-être être d'accord avec la Première ministre, une fois n'est pas coutume, quand elle dit finalement il y aura un vote sur cette réforme des retraites, ce sera ce vote sur la motion de censure. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que ça veut dire que si jamais la motion de censure est rejetée, vous direz on a perdu au Parlement, il faut arrêter la mobilisation? Non, bien sûr que non. D'abord, je ne dirai jamais qu'il faut arrêter la mobilisation, parce que il n'y a pas de raison. Tant qu'il y a la retraite à 64 ans qui est proposée, il faut continuer la lutte. Et je vous ai dit, nous avons déposé toutes sortes de moyens pour y faire face, notamment le référendum. Mais le référendum, ça serait dans le meilleur des cas au mois de mai. Donc j'essaye d'abréger nos souffrances à tous, en disant c'est maintenant qu'il faut voter le 49.3. Madame Borne, en réalité, a fait une sorte d'abus à TF1 l'autre soir. Parce qu'elle dit, ah ben va y avoir un vote à l'Assemblée. Mais chère madame, si vous vouliez un vote, il n'y avait qu'à le laisser faire. Vous avez fait le 49.3 pour qu'il n'y ait pas de vote, parce que vous n'avez pas de majorité. Et maintenant, vous venez de dire, si vous ne renversez pas mon gouvernement, c'est que vous êtes d'accord avec la loi sur la retraite à 64 ans. C'est un abus de pouvoir. Alors elle n'a qu'à dire que dorénavant, tous les textes de loi sont 49.3 et qu'il n'y aura plus jamais de vote, parce que ou bien on renverse le gouvernement. Bon, alors, nous, les parlementaires de nos groupes vont voter pour renverser le gouvernement et abroger la loi. Et les gens vont faire grève, manifester et continuer la lutte pour faire abroger la loi. Marie-Pierre Haddad. Pour reprendre un petit peu, donc il y a la motion de censure Lyotte que la France Insoumise soutient. Il y en a une autre qui a été déposée par le Rassemblement National. Et ça fait partie des questions, je vous précise, qu'on reçoit le plus sur la page Facebook et Twitter de RTL. Oui, je ne suis pas étonné. Les députés donc, de la NUP ont refusé de voter la motion de censure du Rassemblement National. Et sur Facebook, Elisabeth, elle comprend tout simplement pas cette décision. Elle vous dit il faut maintenant penser aux intérêts des Français. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à franchir ce cap et à voter avec le Rassemblement National? Voyons. On va vous rendre ce service qui permettra de dire les extrêmes, nani nana. Soyons sérieux. Parce que le Rassemblement National, le Rassemblement National fait campagne sur le thème. Ils n'ont pas voulu voter notre motion à l'Assemblée. Ça prouve que le Front National fait ce qu'il peut, le Rassemblement National, pour faire oublier qu'il a voté un paquet de lois avec le gouvernement, qu'il a voté contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune, contre l'augmentation du SMIC. Bref, le Rassemblement National est l'assurance vie, la roue de secours, le bagage accompagné du macronisme. Voilà, point final. Alors là, les revoilà qui sortent tous de la boîte pour dire il faut voter notre... Mais il n'y a pas besoin. Les textes vont être présentés dans l'ordre suivant. Premièrement, le texte présenté par premier signataire, M. de Courson, et pas que les Insoumis, parce que je ne voudrais pas qu'on réduise cette motion de censure aux seuls Insoumis qui sont... Vous avez vu qu'on a même fait un effort. On n'a mis aucun des dirigeants connus de notre mouvement, je veux dire connu, qui a une fonction dans le mouvement, ça, c'est à l'exception des personnalités. Non, à l'exception de personnalités comme la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Caroline Fiat, et Monsieur Éric Coquerel, président de la commission des finances. Pourquoi a-t-on fait ça? Pour montrer qu'on ne s'approprierait pas, en tant qu'organisation, la motion de censure. Et nous avons mis dans les signataires des personnalités, des députés qui ont... il fallait bien... Alors, il n'y avait pas beaucoup, il fallait en trouver 13 ou 14, je ne sais pas combien. Et la présidente du groupe a essayé de mettre en avant les figures de lutte, y compris des gens ne s'y trouvent pas comme une toute dernière question Louis avant Boyard, la pause. alors que c'est vraiment un personnage de lutte. Mais on a dit, si jamais on fait ça, ils vont encore s'évanouir. Alors donc, nous avons fait ce qu'il faut. Bref, il y a une motion. Je termine sur le Rassemblement national. Donc, si la motion de censure, dont le premier signataire est M. de Courson, est adoptée, il n'y aura pas besoin de voter celle du Rassemblement national. Et d'ailleurs, ça ne servirait à rien, car il n'y aura jamais, en aucun cas, de majorité pour le Rassemblement national à l'Assemblée. D'autant que le Rassemblement national... Pardon, mais vous posez une question, vous me dites, non, il faut arrêter, il faut tout de suite. Est-ce que vous êtes prêt à franchir ce cap? Mais la dernière fois qu'ils ont déposé une motion, c'était pas une motion, c'était une magouille.
Nous avions, nous, le droit de déposer notre motion et le Rassemblement national a magouillé avec les macronistes et la présidente de l'Assemblée nationale qui, d'un seul coup, a changé à nos yeux complètement, parce que c'est plus la présidente de l'Assemblée nationale, c'est un chef de bande macroniste. Elle est complètement en dessous de ce qu'ont été tous les présidents de l'Assemblée nationale. Et elle a magouillé pour faire que le Rassemblement national... Et là, pardon, mais et pourquoi ils ont fait ça? Pour que vous puissiez derrière passer en disant alors, vous votez pas la motion, ou bien alors vous votez avec le Rassemblement national. Il faut qu'on marque une pause et c'est raté votre truc. Madame Le Pen, c'est raté. Votre campagne à la loi ne marche pas, vous nous intimidez pas. Juste après la pause, on continuera de parler de cette réforme des retraites et de votre stratégie. Jean-Luc Mélenchon parlera aussi de la NUP et aussi d'actualité internationale. A tout de suite pour la suite du grand jury. Jean-Luc Mélenchon est l'invité de ce grand jury. Nous allons revenir un instant sur des accusations qui avaient été portées dans la première partie de cette émission avec Marie-Pierre Haddad. Par qui? Par vous? Vous avez évoqué justement les députés qui ont été contactés par le gouvernement pour avoir le vote pour la réforme des retraites. Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, a saisi la justice au sujet d'une possible corruption active de Bruno Le Maire. Et le ministre de l'économie dément catégoriquement ces propos. Pour vous, du coup, est-ce que cette affaire est classée ou va être laissée au cours de la justice maintenant? Je pense qu'elle est classée parce qu'on n'a aucune raison de douter de la bonne foi de monsieur Le Maire. Par contre, ça pose un problème sur la pratique professionnelle de votre collègue, qui raconte une histoire qui n'existe pas. Donc nous savons que le journal Le Parisien raconte des histoires qui n'existent pas. En l'occurrence, c'était une série de témoignages, et il n'y a pas un seul témoignage, et c'était pas seulement des... Monsieur, alors vous m'avez posé une question. Et Le Parisien n'est pas le seul à avoir parlé. Mais Le Parisien a donc raconté des histoires. Non, il n'est pas le seul à avoir alors parlé. Il faudrait savoir, on donne raison à monsieur Le Maire ou au Parisien. Donc nous avons déposé une plainte. Le procureur estimera si ça vaut la peine de continuer ou pas. Vous me demandez à moi ce que j'en pense. Je crois que je connais un peu, de loin, hein. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils me connaissent de près, mais ils racontent n'importe quoi. Mais s'il dit que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi moi, Mélenchon, je vais dire tout d'un coup si c'est quand même vrai? En fait, j'en sais rien. Mais j'ai lu dans Le Parisien. Moi, je ne crois pas à ce que raconte Le Parisien d'habitude. Mais Mathilde Panot est présidente du groupe et elle a estimé qu'il fallait envoyer un signal. Et elle l'a fait. Je trouve qu'elle a eu tout à fait raison de le faire. Les pressions sur les parlementaires sont condamnés par la loi, quelle que soit la nature. Voilà. Menacer, par exemple, des gens en leur disant « si tu votes pas ça, tu vas être exclu », c'est une pression qui est punie par la loi. Ou bien dire « si tu votes comme ça, t'inquiète pas, ton commissariat sera repeint », ou je ne sais quoi, qui dépend des crédits de l'État, c'est aussi inacceptable. On va revenir sur votre lecture maintenant de la situation politique actuelle. Bastien Auger. Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale et qui est député de la France Insoumise, dit ce matin, camarade. Nous sommes dans une crise de régime. Est-ce que vous partagez cette lecture? Est-ce que c'est finalement le régime plus que la politique d'Emmanuel Macron lui-même qui est en cause? Est-ce que c'est le bon moment, selon vous, de reparler de la 6e République que vous appelez? Évidemment que c'est le bon moment. Éric Coquerel parle clair et net, comme il le fait d'habitude. Il parle d'une crise de régime. Vous dites, est-ce que c'est le régime qui est en crise ou M. Macron? C'est M. Macron qui a mis le régime en crise. Mais si le régime peut se mettre en crise, c'est parce qu'il contient des dispositifs qui seront d'ailleurs... Moi, je vous dis, je suis absolument certain de mon affaire. Le Conseil constitutionnel annulera toute la procédure. Comme il l'a fait en 1979, pour une erreur dans le vote du budget, il a annulé tout le budget. Comme ça a été fait pour une loi sur le logement. Pourquoi? Parce que pour la première fois... Nous n'avions jamais vu ça. Toutes les étapes, c'est on tord les bras. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est pas non plus un lieu désincarné. Ils savent que leur rôle est de protéger des institutions en les faisant respecter, et ils tiennent aussi compte de ce qui se passe dans le pays. Donc, tout ça sera abrogé à la fin. C'est pourquoi il ne faut pas relâcher la pression un seul jour, et toujours aller à l'action, à l'action, à l'action, jusqu'à jeudi. Alors après, je vous réponds... Oui, bien sûr, ces institutions sont malades. Juste pour vous interrompre sur cet élément-là, ça veut dire que vous pensez que la rue permet aussi
de faire pression sur le Conseil constitutionnel. C'est bien ça votre raisonnement? Non, je pense que la rue, comme vous dites, la rue, elle fait rien, elle est là. Les mobilisations, appelons ça. Ah ben non, les mobilisations populaires, oui, bien sûr. Elles sont représentatives du peuple français. Le Conseil constitutionnel, c'est que dans le préambule de la Constitution, il est marqué que nous sommes une république sociale. Le Conseil constitutionnel, c'est qu'on ne peut pas mettre dans une loi de finances rectificative quelque chose qui modifie la nature même du sujet sur lequel on intervient. Là, c'est la nature du régime des retraites, etc. Donc, ne prenez pas le Conseil constitutionnel pour une espèce de, je sais pas quoi, de bocal dans lequel on tiendrait au chaud ou au frais des gens sans aucun rapport avec la vie de leur patrie. Je crois que c'est le contraire. Ils doivent, eux, comme nous tous, essayer de trouver... Alors oui, ça va compter. Oui, ça va compter. Les mobilisations. La 6e République, est-ce que, pour prolonger la question qui vous a été posée, est-ce que ça changerait quelque chose à la manière de gouverner? Est-ce que le pays serait plus gouvernable? Est-ce qu'il serait moins bloqué? On le voit très fracturé. Écoutez, on a une constitution qui conduit à des blocages. Ce n'est pas la charger exagérément, ni revenir trop loin en arrière sur les conditions dans lesquelles elle est née, ni qui en a été l'auteur principal et à qui elle était destinée, un général du 19e siècle. Bon, c'est pas de ça dont il est question. Voilà, nous sommes un peuple qui bouge, et la France est complètement différente de ce qu'elle était en 1958, et elle a bougé. Les proportions sont inouïes. Il y avait 10% de bacheliers, il y en a à 80%. Il y avait à peine 30% de femmes qui travaillaient dans les années 50. Aujourd'hui, elles sont 80%. Tout a bougé, tout a changé. Et donc, on peut imaginer des toilettages réguliers. Mais là, nous devons aller plus loin qu'un simple toilettage. Monsieur Sarkozy avait fait un essai de toilettage en passant par le congrès du Parlement. Il a, par exemple, alors on a adopté des choses inouïes, personne n'avait vraiment fait attention. Rendez hommage dans cette émission à Michel Debré en première partie, à Nicolas Sarkozy en deuxième. Non, il n'y a rien de tout ça dans mon propos. J'ai toujours été hostile à la Constitution de la Ve République pour des raisons qui ont à voir avec ma conception de la souveraineté du peuple et de son droit d'initiative permanente dans la vie politique. Et toujours hostile à Nicolas Sarkozy. D'accord. Bon. Maintenant, je pense que nous sommes rendus au point où la masse des Français consentirait à l'idée qu'on remette tout ça à plat. On peut le faire dans le calme. Hein. Donc on supprime très tranquillement, on convoque une assemblée constituante et elle reprend à zéro pour mettre au point, caler, regarder ce qui se fait dans d'autres pays, voir comment on peut s'y prendre pour essayer à chaque fois de tenir deux choses. Un, la stabilité, parce qu'on ne peut pas gouverner dans l'instabilité, et la capacité d'initiative populaire. Et quand je dis initiative populaire, ça veut dire aussi bien le droit de voter par référendum que la démocratie sociale. Regardez un petit détail, personne n'en parle jamais, c'est quand même énorme. La sécurité sociale devrait être administrée, dans laquelle il y a les retraites, par des administrateurs ouvriers élus. Il n'y en a plus depuis 1984. Ils sont donc nommés à intervalles réguliers. Je ne vais rien dire contre ces nominations, mais l'idée à la Libération, c'était que les caisses sociales formaient d'abord une seule caisse et pas 4, et ça change tout, parce que si nous prenons une seule caisse, il n'y a pas de déficit en 2027, ni en 2030, ni en 2040. Il n'y en a que si on regarde un seul segment où il y a peut-être un déficit, peut-être, dans 6 ans, d'à peine quelques milliards, c'est-à-dire à peine 3% du total du budget. Là, concrètement, sur le blocage institutionnel ou en tout cas politique qu'on est en train de vivre, qu'est-ce que votre 6e République changerait? C'est-à-dire que vous dites qu'il faut moins de pouvoir au président, il ne faut plus de président de la République du tout. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aurait pas aujourd'hui ce blocage avec Je suis dans une situation particulière, parce que si je dis qu'il faut une constituante, c'est à moi de dire ce qu'elle doit conclure. Moi, je sais qui je suis et à quoi je suis attaché. Je crois au régime parlementaire. Je pense que le régime parlementaire peut trouver son autorégulation. Vous savez, je suis presque surpris. En même temps, on voit qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée aujourd'hui, donc ça pourrait être source de blocage. Il faut voter jusqu'à ce qu'il y en ait une. Oui, mais alors, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Si vous voulez, en dictature, il n'y a pas de problème. Hein. Donc la démocratie, c'est accepter l'idée que la société est faite de conflits. S'il n'y avait pas de conflits, on ne ferait pas une démocratie. Mais Jean-Luc Mélenchon, donc comment peuvent-ils se régler ces conflits? On a intérêt à mettre partout en place des structures qui permettent le règlement des conflits. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous pouvez dire je veux plus de parlementarisme et en même temps avoir bloqué les débats, c'est ce qu'a fait la France insoumise, à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est cohérent? Oui, ce qui n'est pas cohérent, c'est votre commentaire. Parce que vous êtes vous-même vous êtes un homme informé, instruit. Bon, je ne peux pas croire un seul instant que vous ayez dit ça comme ça. Hein. Bon, quand vous commencez un débat parlementaire en disant « s'appliquera à l'article 47.1 »,
Personne ne sait ce qu'est l'article 47. Tout le monde saute sur le texte. L'article 47, c'est un article qui dit il faut que vous ayez voté le budget de la Sécu, puisque maintenant on le vote, et le budget de l'État avant le 31 décembre. Donc ça vous laisse tant de jours, pile poil. Or, nous ne sommes pas au mois de novembre, nous sommes au mois de janvier. Donc, il commence avec une procédure qui est un viol de la Constitution. Alors, c'est tout à fait cohérent, face à une brutalité de cet ordre, de dire, écoutez, nous, on va tout discuter. Ensuite, ils ont mis 20 articles, monsieur. Vous le savez comme moi. Ce n'est pas moi qui ai décidé qu'il y ait 20 articles, c'est eux. Et tout d'un coup, ils disent, il n'y en a qu'un seul qui compte, l'article 7. Mais s'il n'y en avait qu'un seul qui comptait, il n'y avait qu'à enlever tous les autres. Or, vous ne pouvez pas demander à un parlementaire de dire, l'article 1, je m'en fous, c'est juste les régimes spéciaux. C'est juste 50 ans de lutte sociale ou 100 ans de lutte sociale. Je m'en fous, on passe au suivant. Le suivant, c'est le brevet senior. Je m'en fous, ça n'a rien à voir. Mais les syndicats auraient aimé que vous vous prononciez sur l'article 7. Ne parlez pas à la place des syndicats. Pardon, Philippe Martinez l'a dit. Alors, laissez-moi au moins finir ça. On n'a parlé que de 2 articles. Et sur 2, il y en a un qui n'a pas été voté. Il n'a pas été voté par qui? Par la majorité de l'Assemblée. La majorité de l'Assemblée a voté contre. Eh bien donc, la majorité de l'Assemblée vote contre l'article 2, et le gouvernement revient et dit, l'article 2, vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous, il est quand même adopté à cause du 49.3. Oui ou non, l'article 2 a-t-il été repoussé? Il a été repoussé. Oui ou non, le gouvernement veut-il le faire passer de force? Oui, il veut le faire passer de force. C'est lui qui ne veut pas du Parlement. C'est lui qui se moque de la démocratie parlementaire. Des interpellations nombreuses, Jean-Luc Mélenchon, sur les réseaux sociaux. Marie-Pierre Haddad. Oui, qui concerne le référendum d'initiative partagée. Vous l'avez évoqué très rapidement en première partie, mais Fabien Roussel, qui lui est à la tête du Parti communiste, il a déposé une proposition de loi pour mettre en place ce référendum. Est-ce que vous jugez que c'est une bonne idée, sachant que Mathilde Panot, elle reconnaît que c'est quand même un parcours du combattant? Est-ce que vous allez appeler à la mise en place de ce RIP et au fait que les Français doivent signer cette vraiment proposition très mal, de loi? Je dois baisser de forme. Mais donc je vais reprendre comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une possibilité qui dépend de la signature d'un certain nombre de parlementaires. 185. Sans nous, il n'y a pas de référendum d'initiative parlementaire. Nous, les parlementaires insoumis, nous avons décidé de faire droit à la demande qui nous a été présentée par M. Martinez essentiellement, par M. Roussel. Sans nous, il n'y avait pas de dépôt. Le texte est déposé, donc il n'y a pas de sujet de conversation. Maintenant, ce qui est vrai, ce que dit Mathilde Panot, et elle a 1 million de fois raison, c'est que non, je ne viendrai pas à cette émission pour dire « Allez les gens, rentrez chez vous !» Tout le monde au calme, hein? Ça y est, on laisse passer le 49.3 et le reste. Attendez, il y a le référendum d'initiative parlementaire. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas commencer avant le mois de mai. Si nous échouons dans les batailles que nous menons, elle continuera jusqu'au référendum d'initiative parlementaire. Vous avez plus de 4 millions de voix de Français aussi pour que ce référendum passe. Est-ce que vous allez appeler les Français à Non, mais nous, en général, signer quand on cette fait, proposition? vous admettrez au moins ça de nous, c'est que quand on fait les choses, on les fait bien. Et on les fait à fond. Donc on ne donne pas notre signature comme ça. Si nous avons donné notre signature, comme nous l'avions fait pour le référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris, bon, on s'est battu. On n'a rassemblé qu'un seul million. C'est pourquoi nous avons dit dès le début, attention, vous savez bien ce qu'on est en train de demander. Bon, donc on a demandé ça, on a signé. Ça aura lieu si nous avons échoué avant. Mais moi, je pense qu'on va réussir avant. Mais c'est vrai que nous sommes là prêts. Nous sommes prêts à mener cette lutte pendant des mois et des mois. Donc, raccourcissons les délais et acceptons, ça arrive dans la vie politique, que le gouvernement s'est trompé et qu'il recule. Le président Mitterrand a reculé sur la loi sur l'enseignement privé, et j'aime mieux vous dire qu'on était tous, mais plus que morts de rage. Eh bien, on a reculé. Le président Chirac l'a fait, parce qu'il y a des moments où vous voyez bien, vous ne pouvez pas passer en force contre tout le peuple, ou contre une partie du peuple qui est tellement déterminée, qu'il n'accepte pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, parlons maintenant un petit peu de la France insoumise. Vous avez théorisé un mouvement gazeux, c'était vos termes. Il y a eu ce qui a été vécu par certains comme une purge ces derniers mois dans l'organisation du parti. Pourquoi Raquel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Autain, François Ruffin, Éric Coquerel ont-ils été écartés de l'organisation? Alors, ce que vous venez de dire n'a aucune réalité. Personne n'a été écarté de l'organisation. Et j'ai même compris que tous, au contraire, proclament leur adhésion profonde à la France insoumise. Et je m'en réjouis, car le mouvement doit comporter tous ceux qui s'y trouvent. Et vous savez comme moi que parmi les insoumis, ça va des anarchistes à des républicains très patrie républicaine de gauche. Donc nous sommes tout ça à la fois. Voilà. Ensuite, il y a des normes d'organisation.
qui est un principe fédératif. C'est-à-dire que nous avons des entités qui s'auto-administrent et qui se fédèrent. Alors, il y a le groupe parlementaire, où une partie des personnalités que vous venez de signaler sont membres du bureau. C'est quand même là que se prennent l'essentiel des décisions. Il y a ensuite ce qu'on appelle, nous, pompeusement, la coordination des espaces, c'est-à-dire tous les secteurs d'activité ont chacun leur responsable et ils viennent ensemble à une réunion qui s'appelle la coordination des espaces. Pour des raisons qui m'échappent, tout d'un coup, tout le monde voulait être dans la coordination des espaces. C'est peut-être la quai de pouvoir. Non, mais attendez. Après, interroger M. Manuel Bompard, c'est lui le coordinateur du mouvement plutôt que moi. Moi, ce que je peux dire, c'est un regard de type théorique. Oui, j'assume qu'il faut se serrer, parce qu'il y a sans cesse du monde qui arrive. Et il faut les intégrer dans les structures. Ça ne peut pas se faire à l'ancienneté. On ne peut pas mettre tous les députés de la Seine-Saint-Denis dans la coordination, parce que c'est en Seine-Saint-Denis que se trouve la plupart. Assumez les choix qui ont été faits. C'est pas la peine d'en faire un pataquès. Après, il y a une chose qui est facile, c'est que pour les plus anciens, ils reproduisent les scénarios, les scénarii des vieux partis. Alors il faut des courants. Alors j'ai vu même qu'il y en avait un qui disait ah ben moi je suis le courant laïque républicain, prof d'histoire. Bon, où on va là? Alors maintenant tout ça est derrière nous. Le message est passé aux anciens. Non mais attendez, je veux juste dire, il faut personne n'est privé. Enfin, vous venez de citer Éric Coquerel, qui est un ami personnel très cher pour moi. Hein. Il est le président de la commission des finances, ça va quoi. Il y a pire martyr. Personne n'a été purgé. Pardon, il y a des mots que j'accepte pas. Il n'y a pas de purge quand des gens qui sont pas membres d'une institution n'y sont pas nommés. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Ils sont tous les bienvenus. Ils sont tous à leur place. Tant mieux. Il faut qu'ils apprennent tous aussi à vivre ensemble sans que j'ai à m'en mêler tous les 5 minutes pour remettre des gens d'accord et leur dire écoutez, ça suffit maintenant. Essayez de vous comprendre, de vous entendre et de comprendre que Louis Boyard a peut-être 22 ans, mais il est député comme vous. Et par conséquent, comme c'est un jeune leader, je prends lui, mais je pourrais parler de Nadège Amangoli, tous mes camarades, alors il faut savoir se caser les uns les autres. Mais ça le fera, vous verrez. Bon, le pied finit toujours par rentrer dans la chaussure. Bastien Auger. Adrien Quatennens est censé réintégrer le groupe de la France Insoumise dans 3 semaines. À l'époque, quand il avait été exclu du groupe temporairement, son retour avait été conditionné au fait qu'il s'engage à subir un stage de sensibilisation sur les violences. À suivre un stage de sensibilisation sur les violences contre les femmes auprès d'associations féministes. Est-ce qu'il a fait ce stage? Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce qu'il en a appris des choses? Pourquoi n'iriez pas vous lui demander à lui directement? Je crois quand même pouvoir vous répondre. Parce que vous avez mis en avant que c'était un ami. Il respecte régulièrement. De ce que je sais. Oui, j'ai un contact très régulier, comme je l'ai avec beaucoup de députés, surtout quand ils vont mal, quand la vie est difficile pour eux. D'autres fois, des moments plus heureux, quand il arrive des gamins. Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais dans notre groupe, il y a beaucoup de jeunes parents ou de gens peut-être à cette heure qui sont en train de le devenir. Et je félicite le papa et la maman auxquels je pense et qui savent qui c'est. Bon, voilà, il faut être là parce que c'est compliqué d'être parlementaire. Vous êtes tout d'un coup, surtout pour lui, surexposé. Donc tout ce que vous faites devient... Imaginez-vous vous-même, quand vous regardez dans le miroir le matin, vous n'êtes pas tous les jours très content de vous. Alors, quand le miroir qui vous est tendu vous rend une image pareille, alors voilà, le groupe a décidé, si vous avez des questions à poser, posez-les au groupe. Moi, ce que je sais, c'est qu'une décision a été prise, qu'elle sera respectée et appliquée. Si on ne parle pas de la personne, ça engage le message politique de la France Insoumise sur ce thème. Beaucoup disent que vous aviez été précurseur sur ce thème. Est-ce que quand Adrien Quatennens est allé à la télévision se faire passer lui-même comme une victime, ça n'a pas fait abîmer votre message collectif? Est-ce qu'il n'y a pas cette nécessité, s'il veut revenir, de pouvoir tourner cette page et de pouvoir effacer ce message qui était peut-être mauvais, qui a été passé? C'est ça. C'est-à-dire ce serait le régime de la punition permanente, la contrition à perpétuité. C'est une situation... Non, de la clarté du message. Non, mais la clarté du message, elle est complète. Elle est complète. C'est une situation qui est compliquée pour toutes les organisations politiques et pour les personnes elles-mêmes. Imaginez-vous tout d'un coup un drame qui est de nature... qui a à voir avec la vie familiale, mais je suis d'accord pour dire que la vie familiale fait aussi l'objet de la loi. Il y a des choses qui sont interdites, et en ce sens, le domaine privé ne se distingue pas du domaine public. Mais c'est très compliqué à gérer. La procureure a prononcé une peine. Et jusqu'à présent, on considérait qu'une peine s'applique, et à partir de là, on purge ce que l'on doit à la société. C'est comme ça qu'on le conçoit. Et il y a des moments où les organisations rajoutent des clauses. Bon, bah là, elle en a rajouté une, l'exclusion provisoire du groupe, elle en a rajouté une deuxième, la consultation que n'avait pas demandé la juge.
que n'avait pas demandé la juge, qui est un juge des affaires familiales. C'est donc pas quelqu'un qui jugeait par distraction, qui connaît bien l'affaire. Il y a eu donc une peine, elle est appliquée. Voilà. Moi, je n'ai pas davantage à dire sur le sujet. On me demandait par-dessus le marché des fois d'avoir des mots contre Adrien Quatennens. Je ne le ferai pas, ni contre lui, ni contre son épouse, parce que les deux ont été mes amis. Je suis très bien informé de tout ce qui s'est passé, mais c'est mon devoir d'homme, ma responsabilité d'ami, de ne pas dire. Et donc je m'en tiens à la loi. La loi s'est exprimée, la procureure s'est exprimée, le groupe a rajouté une peine. Voilà. Maintenant, j'estime qu'il a le droit à la réhabilitation, car honnêtement, comme guerrier, comme combattant... Demandé par le groupe est purgé ou pas, s'il a fait ce stage une autre question. Écoutez, monsieur, vous irez vérifier, puisque maintenant vous voilà greffier des peines. Et je vous souhaite dans votre vie aucun inconvénient de cette nature, où vous pourriez vous trouver dans une situation un peu compliquée, n'est-ce pas? Jean-Luc Mélenchon, une autre question. Est-ce que Éric Zemmour vous a envoyé son livre, son dernier livre? Non, alors j'ai appris qu'il faisait le kéké dans une émission, il dit « Ah, j'ai pas eu de meilleur pote que Mélenchon ». Non, alors, mettons les choses. Alors, il va plus loin. Il raconte les conseils que vous lui auriez donnés sur l'importance des sondages et sur l'importance aussi d'être le plus radical, parce que vous aviez expliqué, selon Éric Zemmour, que vous auriez réussi comme ça à aspirer l'électorat de Benoît Hamon. Est-ce que vous confirmez ces conversations et ces Alors là, échanges? bien sûr, c'est comme le Parisien. Qui est-ce qu'on doit croire? Eh bien, dites-nous. Dites-nous. Hein. Ah, voilà. Alors, laissez-moi... parce que là, vous reproduisez son ragot... On vous pose la question. Non. Vous lui donnez une consistance. Mais le temps passe, allez-y. Alors, mais attendez, vous allez voir, laissez-moi raconter l'histoire. Elle est plus croustillante que ça. À l'époque, vous savez que moi, je ne viens pas de la dernière saison. À l'époque, c'est-à-dire il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, M. Zemmour était un journaliste de votre journal, madame, Le Figaro. Et il était respecté. Pourquoi? Parce que il était cultivé, il était d'un abord facile. Et puis, c'est un pied noir. Alors, pour un autre pied noir, on se parle. Mais là, Jean-Luc Mélenchon, non, beaucoup plus récent. Il nous reste moins d'une minute. Donc il faut accélérer un petit peu. Il ne fallait pas aborder le sujet. Donc, M. Zemmour, à l'époque, oui, je lui parlais. Un jour, il m'invite à son anniversaire, figurez-vous. Alors, tous les copains me disaient, mais ça suffit que tu sois sectaire comme ça. C'est pas parce qu'il est au Figaro. Je dis à tous ceux qui m'écoutent, n'allez jamais dîner, déjeuner ou à un anniversaire avec un journaliste, vous risquez de le retrouver candidat fasciste à une élection. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Je suis allé à son anniversaire et là je me suis dit, ce type est dingo. Pourquoi? Il y avait devant la porte des grenadiers habillés en uniforme de Napoléon, et quand on a amené le gâteau d'anniversaire, il y avait toutes sortes de personnalités qui étaient là, il n'y avait pas que moi. Il s'est mis à faire tirer le canon à sa gloire. Mais là, je me suis dit, ce gars ne me reverra plus jamais. Je pense qu'il y a un truc qui tourne plus rond dans sa tête. Et en effet, il y a quelque chose qui tourne plus rond dans sa tête. Je ne suis pas son ami. Je déteste ce qu'il raconte. Il conspire contre l'unité de notre pays en se comportant de la manière avec laquelle il se comporte. Cette islamophobie grossière qu'il exprime continuellement me dégoûte. Alors pourquoi il parle de moi? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des clics, mettez Mélenchon dans votre titre. Pour n'importe quoi. Je mange du hareng, virgule, comme Mélenchon. Tac, 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 vous avez des clics. Parler de Mélenchon est une manière de faire parler de soi. Ça vaut pour mes opposants internes comme pour mes opposants externes. Je suis le paratonnerre général. Sur RTL.fr, vous pouvez trouver ce grand jury. Je vous signale également demain matin, dans le contexte politique dans lequel nous sommes et dans cette journée particulière de demain à l'Assemblée, que Marine Le Pen sera l'invitée de RTL avec Amandine Bégaud. Ça sera à 7h40 et vous pouvez donc retrouver le grand jury sur RTL.fr. À dimanche prochain. Il faut voter la censure et sinon être en grève. Et même être en grève pour aider la censure. Alors là, il faut rester en place. Est-ce qu'il y a un passage? Et voilà donc pour le grand jury avec Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui est largement revenu sur le durcissement de la contestation contre la réforme des retraites, notamment ces permanences d'élus dégradés ces derniers